Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 2 novembre 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché où les investisseurs attendent cette semaine le principal catalyseur, à savoir la réunion de la Fed, suivie du discours de Jérôme Powell mercredi. Alors hier, Wall Street a quand même terminé en petite hausse après avoir soufflé le chaud et le froid, les investisseurs étant restés justement sur la réserve dans l'attente du communiqué de politique monétaire de la Fed. Alors, globalement, les investisseurs et les spécialistes des marchés, on va dire, sont persuadés que la Fed annoncera dès mercredi un amoindrissement de ses rachats d'actifs. Mais ils guetteront avant tout le moindre signe qui pourrait laisser entrevoir une remontée des taux. Et bien évidemment, les commentaires sur le niveau de l'inflation. Est-ce que l'inflation est transitoire? Est-ce qu'elle est permanente? Est-ce qu'elle va finalement rester plus longtemps que prévu? Bref, les taux et l'inflation seront vraiment scrutés et les investisseurs tenteront de déceler justement les moindres détails là-dessus pour avoir justement un peu plus de visibilité derrière. Ce matin en Europe, assez calme, on évolue quand même proche des records historiques pour les indices, notamment pour le DAX et le CAC 40, mais sans grand changement, je dirais, en ce début de séance, dans l'attente, comme je vous le disais, des annonces de la Réserve fédérale et d'éventuelles décisions sur sa politique monétaire. Les investisseurs devraient donc rester prudents jusqu'à l'annonce mercredi des décisions de politique monétaire de la Fed. Et comme je vous le disais, les marchés anticipent une annonce sur la réduction des achats mensuels d'actifs et attendent surtout des éclaircissements sur les taux d'intérêt. Néanmoins, une certaine nervosité devrait quand même dicter la tendance en Europe et à Wall Street en attendant les conclusions mercredi dans la soirée de 2 jours de débat du comité de politique monétaire de la Fed. Et je pense qu'on devrait avoir quand même pas mal d'actions et de volatilité suite à ça, notamment sur les indices et le Forex. Alors, la probabilité d'une hausse de taux en juin 2022 a augmenté de près de 60%, contre environ 16% il y a seulement un mois, selon le baromètre FedWatch du CME Group. Ce matin, on a eu quelques chiffres, notamment en Europe, sur la croissance de l'activité manufacturière qui a souffert en octobre des goulets, comme vous le savez, d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement et des problèmes logistiques qui ont fait forcément grimper le coût des intrants. Conclusion, l'indice d'activité PMI du secteur manufacturier mesuré par IHS Markit a reculé de 58,3 contre 58,6 le mois précédent. Et voilà, tout simplement à 58,6. Donc un léger recul, rien de bien grave, mais encore une fois, des PMI qui, depuis quelques mois, sont quand même en dessous des attentes. Côté macro, nous avons clôturé le mois d'octobre sur une bonne performance dans l'ensemble et généralement, comme l'indique ce graphique, le mois de novembre est historiquement un très beau mois pour les marchés boursiers, notamment pour le S&P 500. Et ici, force est de constater qu'on a la performance du S&P 500 backtesté sur les 10 années précédentes, les 20 dernières années, depuis 1950 et post-élection. Et dans ces 4 cas de figure, nous avons à chaque fois quand même une performance assez remarquable de l'indice S&P 500. Et effectivement, les 3 derniers mois de l'année sont globalement les meilleurs mois pour les indices boursiers. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais montré un graphique de saisonnalité avec celui du S&P 500 et du Bitcoin, et on remarquait tout
tout simplement que les 3 derniers mois de l'année étaient globalement très bons pour les indices. Et ensuite, on parle même d'un fameux rallye de fin d'année, le rallye de Noël, qui lui se déroule généralement entre la 2e et la 3e semaine de décembre. Et là, on a des hausses quand même assez impressionnantes en l'espace justement de 1 ou 2 semaines, de 1 voire 2, pourquoi pas même 3%. Alors, il n'a pas lieu chaque année, mais effectivement, certains aussi se sont intéressés à ce mouvement des indices durant la 2e ou la 3e semaine de décembre, ce qu'on appelle justement le fameux rallye de Noël. En tout cas, pour le mois de novembre, effectivement, les indices sont sur des plus hauts historiques et voyons voir maintenant si la Fed, mercredi, va venir gâcher la fête ou pas. Auquel cas, eh bien, on pourrait retomber un peu, et sinon, on semble, du moins les indices semblent bien partis pour inscrire et enregistrer une nouvelle fois de nouveaux records. De ce fait, ça reste toujours des probabilités, mais globalement, si on regarde la configuration par rapport à ces 4 configurations, on peut s'attendre à un mois de novembre assez performant pour l'indice S&P 500, mais aussi, à mon avis, pour les indices européens. Néanmoins, prise de recul, toujours, ici, c'est le stock 600. Donc, pour rappel, le stock 600, c'est un peu le S&P 500 européen. C'est surtout voilà, l'indice de référence européen. Et là, c'est quand même impressionnant de voir que, certes, le stock 600 a marqué un record, il me semble, hier, mais l'indice de référence européen a pris un retard quand même considérable sur l'indice américain depuis le lancement du stock 600 en 1987. Alors autant on avait une corrélation à peu près identique, quoique légère toujours surperformance des indices boursiers américains, mais globalement jusqu'en 2009-2008, il n'y avait pas une décorrélation phénoménale, et depuis la crise des subprimes, rendez-vous compte que ici déjà en 2020, il y avait déjà une sacrée divergence entre les deux indices. Pourtant, voilà, on n'est pas censé avoir un tel écart, mais tout de même. Et là, très clairement, depuis le Covid, vous voyez que le S&P 500 a enregistré, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, une hausse de quasiment 110 voire 115% en l'espace de 15 voire 16 mois, alors que le stock 600 n'a pas du tout enregistré la même hausse. On vient seulement d'inscrire un nouveau plus haut historique. Donc, encore une fois, si vous êtes un investisseur action, eh bien, on voit tout de suite là où il y a de la surperformance. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que les indices boursiers américains sont la locomotive de l'économie. Effectivement, le stock 600 a accumulé un sacré retard sur le S&P 500 qui lui a été essentiellement dopé par les plans budgétaires, les plans de relance, la Fed, les buybacks. On est sur une année, à mon avis, record de buybacks, et boosté surtout, on ne va pas se le cacher, mais par les fangman, ces sociétés, Facebook, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, qui pèsent quand même plus de 1000 milliards et qui représentent, je pense, plus de 25% de la pondération du S&P 500. Donc forcément, à elles seules, elles ont quand même bien tiré à la hausse le S&P 500, et malheureusement en Europe, nous n'avons pas de telles sociétés, de tels bulldozers pour le CAC 40. Pour faire un constat, on n'a pas vraiment de valeur technologique. Les valeurs qui tirent à la hausse l'indice CAC 40, ce sont les valeurs du luxe avec Hermès, L'Oréal, LVMH et Kering. Mais malgré ces belles valeurs, on a quand même accumulé un sacré retard sur le stock 600. Encore une fois, un graphique qui permet de prendre du recul, surtout si vous êtes un investisseur action, au moins ça saute aux yeux et vous voyez tout de suite où est-ce qu'il faut aller pour
véritablement faire de la performance. Côté graphique maintenant. Direction le CAC 40 qui a atteint l'objectif suite à la cassure de cette fameuse résistance, les 6780. J'évoquais avec vous en fin de semaine en vous disant que l'objectif c'était de venir combler ce gap. Donc c'est fait, le TP a été atteint. Maintenant, on est peut-être monté un peu haut, un peu vite, très clairement. Pas de plan vendeur, c'est extrêmement haussier, on est quand même éloigné de la Tenkan, mais j'aimerais bien que le marché vienne souffler, combler ce gap avant de repartir à la hausse. Là, pour moi, un objectif majeur a été atteint, c'est les anciens plus hauts juste ici, annuels. Maintenant, prise de bénéfices pour celles et ceux qui étaient à l'achat sur le CAC 40, vendre, eh bien, certainement pas, c'est toujours quand même haussier, bien orienté à la hausse. On n'a pas de signal de retournement, mais on commence à être un peu en surachat, je trouve. En données daily, on a quand même eu une belle accélération. Ce serait bien d'avoir un repli sur l'indice pour tenter de se repositionner dans le sens du flux. Pareil, juste avant la Fed, c'est toujours un peu compliqué de mettre en place des plans de trading sur les indices et le Forex. Mais ici, plutôt une gestion de position pour celles et ceux qui étaient à l'achat, remonter les stops, prendre des bénéfices. Et globalement, le CAC 40, ce serait intéressant d'avoir un repli. Voilà, on vient de combler le gap, l'indice souffle un peu, chercher un point d'entrée ici avant de repartir pour effectuer de nouveaux records. En tout cas, ce sera plutôt ça, ma stratégie cette semaine sur l'indice français. Mais pour l'heure, voilà, en données 4 heures, je trouve qu'on est très éloigné, on est en pleine accélération, donc acheter sur pleine accélération, c'est un peu être en mode FOMO, donc à éviter très clairement. Et est-ce que c'est un gap de continuation ou un gap d'essoufflement? Encore un peu tôt pour le dire, mais ce serait très propre qu'on vienne combler ce gap avant de repartir, en tout cas. Par contre, on fera le point si on break cette résistance d'ici ce soir ou d'ici mercredi. Et après, objectif à moyen long terme, ce serait carrément un retour sur la borne haute de ce canal. On a un énorme canal haussier dans lequel on évolue maintenant depuis le mois de mars 2020. Et si on casse ce gros niveau, derrière, moyen long terme, ce serait d'aller chercher 7000 points, bien évidemment, ça reste un seuil psychologique. Et si on casse les 7000 points, la borne haute de ce canal haussier. Le DAX, c'est à peu près la même chose. Je surveille le range. Ici, en cas de cassure des 15008, je vise la borne haute du range vers 15990, 16030 points. Pour rappel, on avait toujours ce setup vivant qui a fonctionné très clairement. Cette cassure Tenkan Kijun, on évoquait un plan d'achat justement sur ce pullback. Donc peut-être que certains ont pris des bénéfices, remonté leur stop. En tout cas, ce setup est toujours vivant, il a plutôt bien fonctionné. Maintenant, prudence, car le marché est peut-être dans un range. Donc, il ne reste pas beaucoup, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'amplitude à prendre maintenant. En parallèle, on pourrait aussi venir une nouvelle fois buter, comme vous le voyez ici, sur la borne haute de notre canal haussier, vers les 16 000 points. Donc là, on a un double niveau de résistance, potentiellement un range de consolidation et la borne haute de ce canal. Donc là, pareil, un objectif à aller chercher encore théorique, peut-être encore 100 points à prendre sur le DAX, mais on pourrait aussi commencer à s'essouffler et pourquoi pas chercher des signaux vendeurs à court terme pour se replier avant de vraiment enfoncer la borne haute du canal haussier et surtout la borne haute du range. Pour moi, on aura véritablement un signal technique haussier au-dessus des 16 050 points. Pour l'heure, on peut toujours évoluer dans un range. Donc là, encore une fois, gestion de position, on remonte les stops, prise de bénéfices possible.
Et TP final, en tout cas, selon moi, vers 15 980, 16 000 points sur excès. Voilà, pour une hausse de 16 000 points, mais on n'est pas loin de l'objectif théorique. Et poursuite de la hausse, par contre, si on a une belle clôture hebdomadaire, au-dessus du canal mensuel et surtout au-dessus du range. Le Dow Jones, lui, il est venu taper, finalement, il a invalidé l'avalement baissier suite à la reconquête jeudi des anciens précédents. C'était aussi un niveau, un élément à surveiller, effectivement. Si le marché parvenait à repasser au-dessus de cette résistance, ça risquait d'invalider très clairement l'avalement baissier. C'est chose faite, et maintenant, on est quasiment venu chercher l'objectif théorique, la bande haute du canal. On a atteint un objectif majeur, pour moi, c'était les 36 000 points. Maintenant, pas de plan sur le Dow Jones. Tout peut se passer avec la Fed. J'ai plutôt envie de chercher des signaux vendeurs pour tenter un repli, mais c'est trop tôt. On n'a pas de signal. C'est extrêmement haussier, toujours. On est juste sur résistance. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on est sur résistance qu'il faut vendre l'indice. Il est préférable d'avoir un signal technique de retournement. Et pour l'instant, je n'observe pas de signal technique. Je ne m'attends pas à une grosse impulsion baissière ou haussière à venir. Je pense qu'on aura un flux directionnel très clairement après la Fed. Et dans ce cas-là, il faudra profiter de ce flux directionnel pour monter dans le train et derrière se laisser guider. Si on regarde les futurs, bon, petite hausse sur les futurs, mais même constat que sur le cash, ça reste haussier toujours. Ça reste haussier, on a une oblique à aller chercher vers 36 000 points. Bon, on est sous un seuil psychologique clé, un haut de canal toujours. J'attendrai tout simplement d'avoir un peu plus de visibilité pour tenter un plan de trading. Mais là, à court terme, pour moi, ça reste haussier. Et oui, le marché peut très bien quand même aller chercher encore 100 points, effectivement, venir titiller la zone psychologique juste avant la Fed. Et derrière, je me prononcerai un peu plus sur ma vision du marché après les propos de Jérôme Powell. En tout cas, pour l'heure, c'est haussier, les acheteurs gardent la main et pour moi, c'est trop tôt pour initier une position à la vente sur le Dow Jones. Le Forex. Alors, le Forex, ça a quand même pas mal bougé hier, notamment avec l'euro-dollar, puis surtout vendredi. Non, surtout c'était vendredi, on a eu un plongeon de l'euro, et je trouve que ça se dégrade en fait. On reste vraiment dans une dynamique baissière, ancré, je veux dire, dans une dynamique baissière, et difficile d'évoquer un scénario de reprise haussière. Pour l'instant, on est toujours dans un canal baissier. J'évoquais avec vous vendredi la cassure Tenkan Kijun à surveiller. Le point un peu négatif, c'est qu'on n'est pas vraiment sur un plat. On est sur un angle, ici Tenkan, et un angle Kijun. Ça, j'aurais préféré qu'on ait un joli plat. Et quand je vois la bougie flux directionnelle, la percée qu'on a eue, on a cassé le support, finalement, on a annulé l'effet banque centrale. Derrière, c'est complètement retombé. Là, on a un double niveau de résistance, 1,1620, 1,1610 avec Kijun, plus ce niveau-là. Très clairement, j'ai du mal à être haussier sur cette paire. J'aurais plutôt un biais vendeur même, avec un niveau d'invalidation au-dessus d'un 17,10 pour aller chercher 1,1530 et 1,1460. Après, je me montre prudent étant donné qu'il y a la Fed, comme d'habitude. Je n'ai pas de boule de cristal et donc tout peut se passer, mais techniquement, pour moi, ça reste baissier. On a partiellement eu un signal technique vendeur, poursuite de la baisse.
avec un peu cette cassure Tenkan Kijun, un peu une sorte de dérivé, mais la bougie est vraiment belle pour le coup. Et l'invalidation, pour moi, ce serait au-dessus de ce seuil-là, au-dessus des 1,1710, invalidation du plan baissier. Parallèlement, on est aussi sur un double top, très clairement. Là, on a un petit excès aussi, mais pas bien grave. Le double top est validé. Et je me rends compte que ici, on est surtout venu en fait faire le pullback. On a un énorme double top de long terme sur l'euro-dollar. Hop, on a cassé, pullback, on repart en direction du sud. Et pour moi, la dégringolade s'effectuera si on break un 15,30, un 14,60, un 13,10, et l'objectif théorique, c'est même bien plus bas. On n'en est pas encore là. Et globalement, techniquement, je trouve, avec la bougie qu'on a eue vendredi, les vendeurs gardent la main, plutôt un plan baissier. On fera le point surtout jeudi matin après les annonces de Jérôme Powell. Et si on reste dans cette configuration-là, je vais plutôt maintenant chercher des ventes très clairement sur l'euro-dollar. En données 4 heures, bon, on a retracé 50%. Voilà. Plongeons, pas besoin de vérifier, mais quand même, à mon avis, c'est les 50%, ça se voit tout de suite. Voilà, parfait, 50%. Donc balle au centre, mais on est sous MM200, sous MM50, sous Kijun Daily, sous Tenkan, sous résistance, bref, je n'ai pas du tout envie d'être acheteur sous un tel niveau technique. L'euro GBP, eh bien finalement, invalidation du plan. Voilà. Le marché m'a donné tort sur ce coup. J'avais un plan baissier. Après, tout dépend de où était placé votre stop à la suite à la cassure. Je préconisais quand même un stop loss au-dessus des 0,85, à savoir du prix rond, entre 0,8510 et 0,8520. Donc, peut-être que certains sont encore dans ce trade, peut-être que d'autres se sont fait sortir ici sur la mèche. Mais bon, invalidation du plan, ça partait plutôt bien, je trouve. Mais réintégration du support derrière et le marché n'a finalement pas envie d'effectuer tout de suite sa rotation complète des prix vers la borne basse du range, tout simplement. C'était un plan qui se présentait plutôt bien avec une belle consolidation 4 heures. Mais voilà, le marché m'a donné tort et je me suis trompé sur cette paire. Finalement, invalidation. Donc maintenant, reste à savoir où était passé votre stop. Peut-être que certains sont encore dedans, mais voilà, la structure n'est plus du tout la même, la configuration n'est plus du tout la même. Et à mon avis, je reviendrai sur cette paire un peu plus tard, très clairement. Les paires en yens, je vous disais la semaine dernière que je voulais surveiller les paires en yens car on pourrait potentiellement avoir de l'action dessus. Effectivement, ça aussi, j'ai des plans sur ces paires, à commencer par l'AUD yen et le NZD yen. J'évoquais avec vous le fameux double top en place. Donc, on avait déjà évoqué l'avalement baissier ici, qui avait été un bel avalement haussier, seulement toujours soutenu par Tenkan. Je vous disais que c'était l'élément un peu dérangeant et qu'il fallait attendre la cassure. Là, on est en train de casser. En parallèle de cet avalement baissier, on avait quand même eu une belle divergence 4 heures qui a fonctionné, en tout cas, qui a fonctionné partiellement. Elle a stoppé la hausse et le marché est rentré dans une phase de latéralisation, de consolidation. Maintenant, pour que l'avalement baissier soit vraiment validé, il faut qu'on casse les plus bas. Et là, le plan à surveiller cette semaine, c'est de savoir si on rentre dans un range de consolidation, et dans ce cas-là, il faut payer ici pour viser la borne haute et fin de consolidation par le haut, cassure et reprise de la dynamique haussière, ou suite à la divergence baissière, l'avalement baissier qui avait été donné en fin de semaine dernière, en cas de clôture sous ce niveau, confirme tous ces éléments techniques en amont et derrière, renforcement de ce scénario avec un double top. Et dans ce cas-là, objectif vers la MM 200. Pour l'instant,
c'est trop tôt, j'observe pas de signal de retournement en données 4 heures, même en données horaires à mon avis. On reprend un peu de hauteur, mais on a peu de chandeliers de retournement. J'attendrai encore un peu, très clairement, mais ça va être un plan à surveiller cette semaine. Voilà. L'AUD Yen, j'aime beaucoup la configuration. Si je devais choisir un sens, je parierais quand même sur une sortie par le bas. Car là, ça ferait un premier avalement, divergence 4 heures, deuxième avalement. On a beaucoup de signaux baissiers, si vous voulez, qui se sont mis en place et il manque pas grand-chose pour les valider. Et donc effectivement, si on casse ce niveau, on pourrait très bien aller chercher le plat Tenkan, Kijun, pardon, le plat Kijun juste ici. Donc à surveiller, mais ce plan-là pourrait se déclencher cette semaine. Et pareil pour le NZD Yen. J'aime beaucoup la configuration aussi. On était sous résistance, rappelez-vous, résistance mensuelle, voire même hebdomadaire ou mensuelle. Je l'avais tracé en mensuel, résistance mensuelle. On l'avait identifié aussi en fin de semaine dernière. Et avalement baissier, là pareil, on pourra avoir une correction en ABC et venir taper, venir chercher notre plat Kijun. Donc deux plans à surveiller, NZD, Yen, AUD Yen, Euro-Dollar aussi. On pourrait avoir un peu d'action très clairement, mais surtout sur les paires en Yen. Je m'attends à de l'action sur ces paires-là. Et là, pareil, j'aimerais pour... On avait aussi la divergence 4 heures validée avec l'avalement, donc même configuration que sur l'AUD Yen, mais pour moi, voilà, faut une clôture sous les précédents plus bas, et dans ce cas-là, on pourra, la baisse devrait s'accélérer pour aller chercher notre plat Kijun. Le gold, qui lui aussi complètement retombé, finalement, ouais, reprend un peu de hauteur, mais pareil, une nouvelle fois, on avait quand même mis deux stratégies, à savoir rentrer une moitié de position et attendre la clôture hebdo pour confirmer la récente embellie qu'on avait eue, ou tout simplement attendre la clôture hebdo. Effectivement, il fallait se montrer un peu prudent car on a quand même eu une belle dégringolade. Finalement, ce qui me dérange toujours, c'est ça, données mensuelles, très clairement, c'est d'être prisonnier et compressé depuis le mois de juillet entre ces deux niveaux, Tenkan et Kijun. Et tant qu'on n'a pas une clôture au-dessus, en dessous de ces niveaux, c'est difficile d'avoir un flux directionnel. Donc là, pour moi, vraiment, l'énorme filtre, ça va être en données mensuelles et j'attends une sortie de cette zone, si vous voulez, d'hésitation et d'indécision du marché. Lorsqu'on aura enfin une clôture au-dessus ou en dessous de ces niveaux, là, on devrait enfin avoir un flux directionnel. Maintenant, en données weekly, pareil, c'est la même chose. On est prisonnier toujours entre Tenkan, Kijun et en plus au-dessus de la tête MM50. On est dans une phase de congestion, peut-être même d'accumulation. Effectivement, on a beaucoup d'obstacles au-dessus ou en dessous, et tant qu'on n'arrive pas à s'extraire de ces niveaux-là, c'est toujours compliqué. On peut avoir un marché capricieux et complexe même, je dirais, pour trader ce marché. Voilà pourquoi je vous disais, ce serait quand même bien d'avoir une clôture au moins hebdomadaire au-dessus de Tenkan, décidément je vais y arriver, Kijun et MM50 pour libérer, pour espérer un flux haussier. En données daily, très clairement balle au centre. Hein. Malgré la correction qu'on a eue vendredi, c'est pas dramatique non plus. On est toujours au-dessus de la borne haute de notre canal baissier, seulement on est dans la zone. Et j'aimerais maintenant que le marché réussisse vraiment à s'extraire de ces niveaux-là. Et
entame enfin une véritable reprise haussière pour aller chercher les 1830. Mais là, on a trop d'éléments qui bloquent, qui freinent un peu l'ascension des prix. Et maintenant, pour le coup, j'ai absolument aucun plan de trading à vous proposer. Juste avant un discours très attendu de Jérôme Powell sur les taux et l'inflation. Là, pareil, à mon avis, le gold, on aura pas mal d'actions, je pense, sur le métal jaune. Et très clairement, on saura qui va sortir gagnant de cette bataille qu'on observe entre des gros niveaux maintenant depuis le mois de juillet. Très clairement, je pense qu'on pourrait finalement, d'ici la fin de semaine, avoir une sortie de ces gros niveaux selon les annonces de Jérôme Powell. Le Brent maintenant. Belle clôture mensuelle pour le Brent, toujours bien orienté à la hausse. On est sur résistance, mais pour autant, j'observe pas de signal vendeur, baissier en tout cas. En données weekly, bon, effectivement, on a eu un avalement baissier ici, mais je ne suis pas convaincu de la force de cette bougie. Tout simplement car la force acheteuse ou vendeuse s'exprime dans le corps des bougies, à la vente, à l'achat, et l'hésitation du marché à travers les mèches. Et ici, il y a trop de mèches basses pour moi. L'avalement n'est pas suffisamment impressionnant. Et parallèlement, on est toujours sur une grosse zone de support. Donc, pareil, pour moi, ça reste toujours haussier. Certes, on a validé la divergence, mais pour l'instant, on a juste fait un repli, ça a permis au marché de souffler, mais ça reste haussier. Ça reste toujours haussier. On a certes enfoncé cette droite de tendance, sortie par le bas du biseau, hop, correction. Comblement du gap, on n'a pas eu suite. J'ai évoqué en fin de semaine potentiellement la correction de l'ABC sur signal avec ABC derrière, mais on est venu combler le gap, on n'a pas du tout eu de chandelier de retournement ici, on a eu que des doji et derrière on est repassé au-dessus. Donc pour moi, plutôt le sentiment que les acheteurs avaient besoin de souffler, un marché qui avait besoin de reprendre un peu son souffle avant de repartir. Et ça reste haussier. Pour autant, je n'ai pas de plan de trading à vous proposer sur cet actif. Je surveille quand même et je guette toujours les chandeliers qu'on pourrait avoir en données daily. Néanmoins, j'estime que le marché a quand même les capacités pour aller chercher les 90 $ d'ici la fin de l'année. Le light. Le light, c'est la même chose. On évoquait pareil en cas de correction d'ABC la formation d'une épaule, tête, épaule, mais une nouvelle fois, invalidation. Et là, j'observe plutôt un range de consolidation. Juste ici. Voilà. Donc là, il va falloir trader le range. Et en cas de cassure par le haut, ici, pourquoi pas se positionner à l'achat pour aller chercher 88 $. Encore une fois, plutôt en plan acheteur. Sur le WTI, ça a été quand même plutôt propre. On a quand même une très belle oblique. Un point de contact, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de contact. Donc là, le filtre est vraiment intact, je trouve. Et on peut même tracer maintenant une parallèle et on obtient un canal haussier, ce qui permet de cadrer la dynamique actuelle. Donc, tant qu'on n'enfonce pas la borne basse du canal, difficile d'être baissier, bien au contraire, plutôt chercher des achats sur repli ou cassure des anciens plus hauts. Et là, j'aurais plutôt un plan à l'achat en cas de cassure des anciens plus hauts pour derrière aller chercher la borne haute vers les 88 $. Pareil, pour le coup, en données mensuelles, on n'a pas du tout eu un avalement, on a seulement eu un doji, on est sous résistance hebdomadaire voire mensuelle, et donc si on break cette résistance,
on devrait une nouvelle fois accélérer vers de nouveaux plus hauts annuels. Et ici, pareil, en données daily, magnifique canal haussier, donc tant que ça tient, pas d'alerte baissière, bien au contraire, bravo à celles et ceux qui payent tous les replis maintenant sur le pétrole. Pour terminer ce briefing, les crypto-monnaies avec le Bitcoin qui nous fait une petite accélération haussière ce matin, toujours bien orienté à la hausse. Pas d'inquiétude, pas d'alerte baissière, la bougie mensuelle est juste magnifique. Maintenant, c'est toujours haussier, donc belle bougie mensuelle avec une performance de 40% sur le mois d'octobre. Les acheteurs gardent de la main. En données hebdomadaires, on est au-dessus de la zone, on a travaillé cette zone, on est venu un peu la pullbacker, pareil, un actif qui avait certainement besoin de reprendre un peu son souffle après une hausse quasi verticale depuis les 40 000 $, mais pas d'alerte. Bien au contraire, je suis plutôt haussier, je vise 66 000 puis 70 000 $. On a eu une belle sortie de Fagnon pour moi. J'aime beaucoup cette phase de consolidation qu'on a eue. On est en train de construire cette hausse de manière sereine et pérenne à la fois, dans le sens où ça monte plus trop à la verticale. Voilà, là, on avait besoin de souffler un peu, hop, petite jaune est remontée, on est venu prendre appui dessus avant de repartir. En données 4 heures, c'est aussi propre, je trouve. Hop, je vais enlever Ichimoku. Mais j'aime beaucoup la configuration actuelle. Comme ici. Dans un biseau, hop, accélération. Ici, consolidation dans un biseau. On a fait un petit pullback un peu agressif, mais rien de bien méchant. Et puis derrière, ça repart. Bon, certains y verront aussi peut-être une épaule tête-épaule. Bon, j'aime bien, moi, quand les épaules tête-épaule sont très propres et quand on a vraiment tous les points de contact. Et là, je trouve c'est dommage qu'on manque un peu d'amplitude ici. Donc, certains vont la valider en disant que oui, c'est bien une épaule, tête-épaule inversée. Bon, moi, j'aime bien les structures très propres où on a tous les points de contact sur toutes les épaules. Donc là, c'est bon. Mais ici, la deuxième épaule, j'aurais aimé voilà, ici qu'on ait une petite impulsion pour qu'on retourne vraiment sur ce niveau et qu'on valide effectivement cette deuxième épaule. Globalement, la structure est plutôt plaisante, comme je vous le disais, que ce soit en daily ou en données 4 heures. Et maintenant, si on casse les 64 000, eh bien, je vise 66 000 sur le BTC et 70 000 $ au cours des prochaines semaines. Pour terminer, l'Ethereum. Mais l'Ethereum, c'est très propre aussi. Est-ce que je peux tracer? Non, pas pour le moment. Alors, l'Ethereum, données mensuelles, énorme bougie. Une nouvelle fois, plus 42%, toujours bien orienté. Ici, pour moi, on a la validation d'une tasse avec anse, avec un premier objectif à moyen long terme vers les 5135, puis 6000. En données daily, la hausse est très propre, les acheteurs gardent la main, c'est haussier, on a inscrit un nouvel ATH ce matin, donc même chose, pas grand chose à dire en tout cas, enfin c'est haussier, donc si vous êtes à l'achat, remontez votre stop, mais globalement, voilà, on va avoir un canal ici.
Lui, je vais l'enlever maintenant. Hop. Et puis à court terme, on est dans un canal haussier. Bon, bah, je serais allé chercher les 4730. 4730, 4800. Faut pas retomber. Et puis derrière, hop, aller chercher le TP1 à 5100 et TP final vers les 6000 $. Là, voilà comment je vois les choses sur l'Ethereum, mais pas d'alerte, pas d'inquiétude. On a eu une très belle bougie jeudi ici. Une belle clôture mensuelle, belle clôture hebdomadaire, pas d'alerte baissière, les gros niveaux de support sont préservés, la hausse est structurée, c'est très propre techniquement. Par conséquent, il faut plutôt chercher des signaux d'achat sur repli pour tenter de prendre ce train qui avance quand même à pleine vitesse. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Faites attention à vous sur les marchés, notamment à votre exposition sur les paires en dollars et avec les indices à l'aube de la Fed. On fera le point bien évidemment demain. Et très belle journée à vous. Et je vous retrouve donc demain pour faire un nouveau point complet sur la planète finance.